Bonjour, peuple de YouTube, incroyable mais vrai, bienvenue. Pose-toi tranquillement, bien sûr, dans ton fauteuil. Tu es ici sur la rediffusion format long, bien sûr, de ce direct Twitch. Sache-le, nous sommes mardi matin. Et oui, je n'ai pas pu streamer ce lundi. Et donc, on se retrouve un jour plus tard. Ce qui veut dire aussi que nous allons nous voir 2 jours de suite, mardi, mercredi et le vendredi matin aussi, bien sûr, en direct sur Twitch. N'hésite pas à nous rejoindre pour toujours plus d'exclus. Bien sûr, YouTube, hein, on est en ligne depuis près de 30 minutes déjà. Tu as raté, tu as raté l'introduction. Voilà, tu as raté l'introduction, une introduction sémillante, pétillante, sautillante, à base bien sûr de musique de forain et d'effets dégueulasses sur la voix. Voilà, si tu souhaites voir cela en direct, eh bien rejoins-nous. J'en profite pour dire, c'est Pemf, mon monteur, qui m'a dit, il m'a averti que nous étions à quelques milliers de clics des 50 000 abonnés, incroyable mais vrai. Enfin, YouTube, que fais-tu? Quelques milliers de clics. Allez, allez, like, pouce bleu, abonne-toi, mets un commentaire, l'algorithme, tout ça. Bref, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais il paraît qu'à 50 000, on est content. Voilà, moi j'aime bien être content. Donc, donc abonne-toi, ça te coûte rien. Voilà, tu fais comme tout le monde, tu t'abonnes. Tu ne regardes plus jamais la chaîne, tu laisses tout ça filer dans les tréfonds de ton fil YouTube qui finira par ne plus te proposer les vidéos, comprenant que tu ne les regardes pas tout simplement. Mais nous, on aura notre petit like, on sera content, ça fait du bien, ça met du baume au cœur, ça enjaille la vie, j'ai envie de dire, enjailler la vie, n'est-ce pas au fond ce que nous recherchons toutes et tous dans l'existence. Merci beaucoup, bonne soirée. Bien, allez, putain, terrible. Je remarque que YouTube, je viens de lancer le replay et j'ai oublié de remercier bien sûr mes viewers sur Twitch. Bon, YouTube, tu peux passer les 5 minutes qui viennent. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pub en cours? Pas du tout. Pourquoi est-ce que je vois pub de 3 minutes 45 en cours? Ah non, ok, d'accord, ça y est, j'ai compris pourquoi. C'est bon, tout va bien, tout va bien. Soyez rassurés, tout est sous contrôle. Twitch, voilà, YouTube, tu peux aller au coin. Twitch, sache que, incroyable mais vrai, tu peux t'abonner. Peuple de Twitch, Twitchers, Twitcheuses, viewers, vous pouvez, si vous le désirez, vous abonner pour soutenir bien sûr ces matinales. Sachez-le, c'est un travail, hein, c'est un travail que nous faisons ensemble. C'est du plaisir, bien sûr, c'est de la joie, c'est de l'enthousiasme, mais c'est aussi du boulot. Et tout travail méritant salaire, eh bien, incroyable mais vrai, vous pouvez, si vous désirez que j'ai un salaire, tout simplement, eh bien, vous pouvez vous abonner. Voilà, ça soutient évidemment la chaîne, ça vous coûte quelques euros, ça m'en rapporte quelques-uns aussi. Nous sommes encore en train de chasser les 350 abonnements payants. On n'en est pas si loin que ça, hein. On est encore qu'au 12 mars, mais on ne les a pas atteints. Donc, eh bien, nous comptons sur vous. Et quand je dis nous, c'est bien sûr moi. Moi, mon banquier, mon compte en banque, nous comptons sur vous. Vous le savez, hein, vous le savez, Twitch est un théâtre sur lequel nous jouons au chapeau. Vous êtes ma seule rémunération. C'est le prix de l'indépendance et c'est le prix de l'absence de sponsoring payant sur cette chaîne, en tout cas pour ces directs du matin. Donc bah voilà, si vous souhaitez soutenir le travail que nous faisons dans ces cafés rhétoriques, vous pouvez vous abonner, ça aide énormément, si vous pouvez vous le permettre évidemment, hein. Et j'ajoute, vous le savez, mais oh, on est 1918, tenez, date symbolique. Peut-être certains parmi les 1918 d'entre vous n'êtes pas au courant. Si vous avez un abonnement Amazon Prime, par exemple, parce que vous avez voulu voir l'excellent documentaire sur Squeezie, Lucas évidemment, eh bien, si vous avez un abonnement Amazon Prime, sachez que l'abonnement Twitch est gratuit. C'est gratuit. Si vous avez payé, bien sûr, il suffit de lier votre compte Amazon à votre compte Twitch. Ça se fait en 2 clics et vous avez après cela un abonnement gratos à offrir chaque mois au streamer ou à la streameuse de votre choix. C'est renouvelable, hein, il faut le faire soi-même, attention, hein, ça ne se fait pas tout seul. C'est donc le moment, bien sûr, de remercier Ayaté pour son 2e mois d'abonnement, incroyable mais vrai. Jiboula, 19 mois, c'est fou, merci infiniment mon cher ou ma chère Jiboula. Moreski également, 24 mois, 2 ans. 2 ans, voilà, bon anniversaire, incroyable mais vrai, 2 ans d'abonnement, merci 1000 fois, quelle
Quel soutien, c'est beau. Snivel également, deuxième mois, merci beaucoup. Snivel, Tugwal, Tugwal, c'est ça? Non, Tudgwal. Oh, c'est compliqué à dire. Tandis que la voix fait des siennes, parviendrai-je à parler ce soir au théâtre? On ne sait pas, petit T. Tude Goual qui prime, merci beaucoup. Flogarco, troisième mois, incroyable mais vrai. Merci infiniment mon cher Flogarco. J'ai assisté à au moins 36 bannes du matin, incroyable mais vrai. Josie Expérience qui prime, merci beaucoup cher Josie. Chris Moby, 12e mois, 12 mois, 1 an. Joyeux anniversaire, merci beaucoup. Brocoli Vapeur, 2 mois, merci 1000 fois. Le Taulier, 4e mois, incroyable mais vrai. On se voit bientôt à Nancy, et bien avec grand plaisir. Bobby Lacharue, 2e mois, merci beaucoup. Kadaric 30, 2e mois et de 2, merci infiniment. Big B Woody, 3... Ah non, qui s'abonne pour 3 mois, merci infiniment mon cher Big B Woody. Barbie Bula qui s'abonne, merci infiniment. Ink Gaia, 2e mois d'abonnement, incroyable. Hello, hello à toi. Madela, 2e mois également, merci infiniment pour ton prime. Egel qui prime, merci, bienvenue. Arbiti qui prime, merci, 3 mois d'abonnement, c'est fou, merci beaucoup. Ulysse Hertz, 3e mois également, merci infiniment. Kiwi qui prime, merci beaucoup. TGK84 qui prime, merci infiniment. Watt Thompson qui s'abonne pour 3 mois, c'est fou, merci 1000 fois. Batlard qui s'abonne pour 1 mois, merci infiniment. Ezilis qui s'abonne pour 1 mois également, merci infiniment. Ainsi que Clems30 qui prime, merci, bienvenue. Samy B. Ah non, qu'est-ce que j'y arrive jamais. Samy DPTK, 12 mois, c'est fou, 1 an. Incroyable mais vrai, merci beaucoup. Sandri qui prime, merci infiniment. Et Phil Sensei qui offre 10 subs, incroyable mais vrai, merci infiniment mon cher Phil Sensei, c'est d'une générosité qui me laisse sans mots, qui me laisse quoi, voilà, je ne sais plus quoi dire, mais sinon merci beaucoup, merci pour ton soutien, et bienvenue à tous les nouveaux Prime, évidemment tous les nouveaux abonnés, pardon, merci, et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Ludivine, 2e mois, merci infiniment. Sachez que les emotes, on en parle. On est en train d'en parler. Sachez que les emotes, on est en train d'en parler bientôt. Il y aura un véritable avantage. Voilà. On est en train d'en parler. Il faut juste que j'envoie un mail. Il faut que j'envoie un mail pour finaliser les emotes. Et Dieu sait que ça, si vous voulez, c'est comme quand tu as fait, tu vois, c'est comme quand tu as voté une loi. Tu vois, tu es le gouvernement français. Tu fais voter une loi. C'est long et difficile. Il y a plein d'étapes, tu vois. Il faut évidemment passer l'avis du Conseil d'État. Tu es censé quand même rédiger une étude d'impact. Il faut rédiger le projet de loi initial, bien sûr. Ensuite, il y a quand même tout l'examen parlementaire, les allers-retours entre les deux chambres, la recherche d'un compromis, l'examen des amendements, bien sûr. Bon, tu vois, c'est du travail. Derrière, les négociations avec les administrations qui peuvent éventuellement s'opposer. Bon, tu vois, à la fin, tu as le vote de ta loi. Tu as ta loi, elle est votée. Mais il faut encore publier des décrets d'application. Bon, bah tu vois, tu vois ces lois qui sont votées mais qui sont bloquées au décret d'application. C'est exactement le cas des emotes. Le processus législatif a été fait. Il faut juste que j'envoie un mail. Est-ce que le mail va partir? Il est dans ma to-do list. Mais vous connaissez ma to-do list. Vous savez que dans ma to-do list, en fait, le principe, c'est qu'elle est classée par hiérarchie. Et il y a des choses qui se rajoutent tous les jours. Et le mail pour les emotes, il a une importance quand même assez élevée. Il est plus haut que plein d'autres trucs. Mais il redescend quand même beaucoup. Il y a beaucoup d'autres entrées qui arrivent avant. Donc voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Fais rédiger ton mail par ChatGPT. On peut faire le mail en live si c'est que ça. Putain, ça c'est pas faux. Ça arrive. Les emotes arrivent. Donc bientôt, vous serez évidemment remerciés et rémunérés. Rémunérés en emote quelque part. Bientôt, vos subs ne seront pas juste un soutien, ce sera aussi un service. Vous voyez, bientôt, le sub ne sera pas juste un soutien. Ce sera un service. Vous aurez accès à des emotes exclusives d'une qualité exceptionnelle. Si vous voulez être premier sur les emotes, n'hésitez pas à sub dès maintenant, parce que ça peut arriver dans le mois qui vient. C'est tout à fait possible. Incroyable mais vrai. Faites comme Steph Blitz, par exemple, qui prime, qui se dit des emotes. Faites comme la Turbine, qui s'abonne pour 3 mois. Bon, la Turbine, c'est sûr que ton abonnement pour 3 mois sera assurément rentabilisé en emotes, c'est sûr, c'est certain. Real Booba, qui prime également. Vous voyez, faites comme eux. Préchotez les emotes, j'ai envie de dire. Bon, allez, j'arrête. Putain, c'est terrible, quel enfer. Putain, je me fatigue. Je sais pas comment. Sans déconner, vous avez du courage. Hein. Moi, je me fatigue. Moi, je me fatiguerais. Putain, la pub commence dans 5 minutes maintenant. Je vous jure, vous avez. Attendez, on va reporter ça. Hop. Je vous jure que vous avez
Vous avez du courage, hein. Moi, je pense que je me fatiguerai. Le niveau 1 suffit. Euh, euh, Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, bougez pas. Hop, un petit clic. Qu'est-ce qu'on regarde? Ah, bon. Ah! Attendez, attendez, voilà, hop. Toc, un ban temporaire. Un ban temporaire, voilà, c'est tranquille. C'est tranquille. Ce talent pour les call to action, ça m'émeut. Merci, Pep. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, hop. Il y a combien de messages? Ah! Alors, c'est marrant parce que tu as des gens, quand tu les bannes temporairement, tu te rends compte quand tu cliques sur sur leur pseudo qu'ils ont déjà 4 ou 5 bans temporaires. Mais bon, les avertissements à répétition, à un moment donné, ça va carton rouge quand même, hein. Vous êtes prévenus. Merci, Schecter, incroyable, qui offre 10 subs. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci mille fois. C'est d'une générosité sans pareil. Merci, merci. Allez. Le bénéfice du doute. En fait, quand tu vois des gens qui participent beaucoup dans le chat, t'as pas envie de les... Tu vois, tu te dis, bon, on n'a pas envie de les tège, tu vois. On a juste envie de leur dire, faites attention. Il y a quand même des lignes rouges qui sont assez claires. On les a dites plusieurs fois. Bref. Allez, j'avance. Évidemment, pardon YouTube. Hein, pardon YouTube pour cette introduction. Schecter, merci encore à toi. Allez, on avance. C'est parti. C'est parti avec... le rapport de la Cour des comptes. YouTube, c'est notre premier sujet. Le rapport de la Cour des comptes sorti aujourd'hui sur l'adaptation au changement climatique. Alors, vous voyez, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Car aujourd'hui, on sait que les investissements dans non pas la lutte d'ailleurs, c'est ça, alors je cherche les mots, mais je vais le formuler autrement. Le réchauffement climatique fait peser sur nous, société humaine, et donc en l'occurrence la France, le réchauffement climatique fait peser sur les sociétés humaines un double enjeu. Un double enjeu et une double nécessité. La nécessité d'atténuation du changement climatique et d'adaptation au changement climatique. Et ça, c'est quelque chose que les climatologues, et notamment l'ensemble des chercheurs rassemblés au sein du GIEC, c'est quelque chose que les climatologues, les chercheurs mettent en avant depuis très longtemps et qui peinent encore à passer le mur du son, qui peinent encore à passer le mur du débat public. Cette différence entre atténuation du changement climatique et adaptation au changement climatique. Je vous refais le raisonnement si d'aventure, pour vous, ça n'est pas tout à fait clair. Bon, je suis certain que dans le chat, une partie d'entre vous, vous avez déjà tout ça bien en tête, mais pour celles et ceux parmi vous pour qui ce ne serait pas limpide, je reviens sur ce que cela signifie. Ce dont on parle beaucoup, et même ce dont on parle presque exclusivement, c'est l'atténuation du changement climatique. Et d'ailleurs, il y a une phrase, un lexème, attendez, c'est bien un lexème? Non, c'est pas un lexème, c'est un schème, lexème. Je cherche, lexème, c'est une suite de termes, on est d'accord? Non. Ok, ok. Le lexème est une unité lexicale. Donc c'est pas un lexème, c'est un... Comment ça s'appelle une suite d'unités lexicales en linguistique? Toc. Je ne suis pas linguiste, hein. Je vous rappelle, hop, une suite d'unités lexicales. Est-ce que vous pouvez me dire? Non, pas un morphème. Un morphème, c'est... Est-ce que vous pouvez me dire une punchline? Ouais. Non. Un lexème est une suite de caractères. Voilà, c'est ça. Une locution. Un champ lexical. Non, non, non. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Alors. Waouh, je viens de tomber sur des sites ghetto, là. Laisse tomber. Bref. Ah, ou alors c'est peut-être un lexème, hein. C'est peut-être ça, hein, si je trouve pas. Lexème définition. Alors... Ah, mais c'est peut-être une... Non. Lexème. Définition de lexème. Synonyme. Putain, j'arrive pas à lire. Incroyable mais vrai. Bon, on s'en fout. On s'en fout. Je sais pas pourquoi je suis rentré... Un syntagme. Je crois que c'est ça. Un syntagme. Je crois que vous avez raison. Je crois que vous avez raison. Syntagme. Groupe de morphèmes ou de mots qui se suivent avec un sens déterminé. Un syntagme. Putain, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, j'étais en train de bugger. J'étais en train de bugger. Hop là. Toc.
j'étais en train de bugger, donc un syntagme, effectivement. Alors, un syntagme, c'est une suite de lexèmes qui sont fossilisés dans un sens déterminé. Un syntagme, hein. Donc, grosso modo, si vous voulez, un syntagme, c'est une expression toute faite. C'est une expression toute faite qui a un sens. C'est ça, un syntagme. C'est intéressant, le concept de syntagme. Donc, vous voyez, en linguistique, vous avez le lexème. Grosso modo, c'est un mot. C'est vraiment le lexème, c'est le mot compliqué pour dire un mot. Donc, en fait, on n'a jamais besoin du mot lexème dans le débat public ou dans l'analyse du discours. Par contre, le concept de syntagme, il est intéressant parce qu'un syntagme, c'est vraiment une expression toute faite qui s'impose dans le débat public. Vous voyez, c'est une manière, si vous voulez, un syntagme, c'est une manière un peu fancy, un peu élégante, un peu snob de dire une expression. Mais une expression, il y a quand même l'idée, dans le concept d'une expression, il y a quand même l'idée de quelque chose qui a été forgé de manière un peu singulière. Vous voyez, grand remplacement, c'est une expression. Mais par contre, lutte contre le réchauffement climatique, c'est pas vraiment une expression. Vous voyez, on est d'accord. Vous voyez, si je vous dis l'expression lutte contre le réchauffement climatique, vous allez me dire, bah, c'est pas une expression, c'est juste une suite de mots. Oui, mais c'est une suite, c'est justement pas seulement une suite de mots, c'est un ensemble de mots qui se suivent de manière ordinaire. Vous comprenez la différence? Vous voyez? Un élément de langage, c'est différent. Un élément de langage, c'est vraiment une phrase fossilisée, toute faite, qui en réalité, un élément de langage, il y a un sens argumentatif. Un élément de langage, c'est un argument tout fait, tout prêt, tout rédigé, que vous pouvez ressortir de manière automatique. Vous voyez? Dans le concept d'élément de langage, d'ailleurs le mot est très mal choisi, dans le concept d'élément de langage, il y a l'idée d'un contenu argumentatif quand même. Ton élément de langage, c'est quand même une argumentation, un argument, quelque chose que tu vas ressortir pour répondre à une question, mais de manière toute faite. Vous voyez? Donc ça, c'est un élément de langage. Une expression, c'est précisément une suite de mots, mais qui est une suite de mots singulière. Vous voyez? Une suite de mots qui, ensemble, créent un sens supérieur à chacun de ces mots séparés. Vous voyez? Le grand remplacement, c'est... alors, le grand remplacement, c'est une métaphore. Mais on peut dire que c'est une expression. Oui, on peut dire que c'est une expression. Le réarmement démographique, bon, ça aussi, c'est une métaphore. Mais voyez ce que je veux dire. Par exemple, l'autonomie stratégique de la France, c'est une expression. Vous voyez, l'autonomie stratégique, vous voyez, typiquement, l'autonomie stratégique, c'est une expression. Totalement de la langue de bois, en l'occurrence, vide de sens absolu. Mais autonomie stratégique, c'est une expression, vous voyez. Transition écologique, c'est aussi on peut dire que c'est une expression, vous voyez. On peut le dire comme ça. Donc, vous voyez, un syntagme, c'est vraiment une suite de mots qui n'est pas une expression, c'est-à-dire que c'est pas singulier, c'est-à-dire que ces mots, ensemble, ne font pas plus que chacun pris individuellement. Bon, s'il y a des linguistes dans le chat, ils vont s'effondrer. Hein. Vraiment, là, on est dans de l'approximation absolue, mais c'est pas grave. Le syntagme, c'est une suite de mots qu'on ne peut pas qualifier vraiment d'expression parce qu'ils ne sont pas singuliers, mais que l'on trouve souvent ensemble. Accueillir toute la misère du monde, c'est pas vraiment un syntagme. Ça, pour le coup, c'est plutôt en l'occurrence, c'est plutôt une référence, c'est plutôt une citation de Michel Rocard. Mais donc, vous voyez, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est vraiment le parfait exemple d'un syntagme. C'est-à-dire, la lutte contre le réchauffement climatique, tout le monde voit bien que c'est pas une expression, c'est pas une métaphore, c'est pas une citation, et en même temps, c'est des mots qui vont souvent ensemble. Vous voyez, la lutte contre le réchauffement climatique. Bon, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, vous voyez, quand on parle de l'enjeu climatique, et j'emploie volontairement le mot enjeu climatique, quand on parle de l'enjeu climatique, les mots que l'on choisit pour en parler le plus souvent, ce sont les mots la lutte contre le réchauffement climatique. Vous voyez, ces mots-là, ils vous sont totalement familiers, totalement ordinaires. Vous savez que vous les avez entendus très souvent. C'est pour ça que j'en parle comme d'un syntagme. La lutte contre le réchauffement climatique. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que la lutte contre le réchauffement climatique, en climatologie, ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle l'atténuation. Et vous voyez, c'est pour ça que ce que je dis là est intéressant. C'est parce que les mots qui se sont imposés pour parler du réchauffement climatique sont des mots qui, en fait, pointent dans une direction précise de l'action publique, dans une direction précise des politiques publiques, que sont les politiques d'atténuation du changement climatique, enfin du réchauffement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire,
l'atténuation du réchauffement climatique, c'est très simple, c'est un ensemble de politiques qui devraient permettre que la Terre se réchauffe moins qu'elle ne le ferait. Enfin, la Terre, c'est pas la Terre. Les politiques d'atténuation du réchauffement climatique, c'est un ensemble de politiques qui devraient permettre que le climat se réchauffe moins qu'il ne le devrait si nous ne faisions rien. Ouais, c'est juste ça, l'atténuation du changement climatique. Donc, quand tu réduis, par exemple, la consommation de viande, on n'en est pas là du tout, mais quand tu réduis la consommation de viande des Françaises et des Français, c'est une politique d'atténuation du changement climatique. Quand tu demandes aux Françaises et aux Français de consommer moins d'énergie, par exemple en acceptant de régler leur chauffage sur 19 degrés et pas davantage, tu fais de l'atténuation du changement climatique. Quand tu isoles les bâtiments de l'extérieur pour faire en sorte qu'on ait à dépenser moins d'énergie pour chauffer nos bâtiments, tu fais de l'atténuation du changement climatique. Bon, etc., etc. Quand tu remplaces les centrales à charbon par soit de l'énergie renouvelable, de l'éolien, du solaire, soit des centrales nucléaires, tu fais de l'atténuation du changement climatique. Ok ? L'atténuation du changement climatique, c'est toutes les décisions qui vont permettre que le climat se réchauffe moins qu'il ne le devrait si nous ne faisions rien. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que les climatologues, et notamment les climatologues du GIEC, enfin, mais tous les spécialistes du climat, nous alertent depuis des années et des années sur le fait que l'atténuation ne suffira pas, ou du moins, l'atténuation ne suffira plus. C'est-à-dire, on sait maintenant que le climat va se réchauffer d'au moins 1,5 degré. Et en réalité, on sait maintenant que le réchauffement climatique, à horizon 2100, on sera sans doute sur plus 2 degrés, peut-être plus 2,5, peut-être plus 3, et qu'en réalité, pour l'instant, on est plutôt sur une trajectoire de plus 4 ou plus 5. Bon. Donc, on sait que même si là, on met le paquet sur l'atténuation, même si là, maintenant, aujourd'hui, on appuie sur le frein de toute notre force, on sait que le climat va de toute façon se réchauffer. On sait que des limites climatiques, on en a déjà passé un certain nombre. On a déjà passé un certain nombre de grandes limites qui font que de toute façon, le climat va se dérégler et que de toute manière, en 2050, 2070, 2100, nous vivrons dans un monde qui n'a de toute façon, c'est déjà le cas, enfin c'est déjà écrit, c'est déjà décidé, qui n'aura de toute façon rien à voir avec celui que nous connaissons aujourd'hui. Bon. Et d'ailleurs, ce réchauffement climatique, on en voit déjà aujourd'hui, maintenant, les traductions concrètes, avec les événements extrêmes qui se suscitent de plus en plus, avec les étés caniculaires qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus chauds. On voit déjà aujourd'hui les conséquences concrètes, pratiques du réchauffement climatique en France et partout dans le monde. Donc, vous voyez, même si on appuie sur le frein, même si on fait de l'atténuation à fond les ballons, ce qui pour l'instant n'est pas encore le cas, hein, mais même si on le fait, on sait que de toute manière, le climat va quand même se réchauffer. Et comme pour l'instant, les politiques d'atténuation ne sont pas du tout à la hauteur, que ce soit en France et a fortiori dans le monde, on sait que on craint de manière, hélas, assez réaliste, que le climat se dérègle très fort, qu'on soit à plus... Bon, le pire n'est jamais certain, mais qu'on soit à plus beaucoup trop de degrés. Et donc là, on sait déjà aujourd'hui qu'il va falloir, en plus de cette politique d'atténuation du réchauffement climatique, une politique d'adaptation au réchauffement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire prendre en considération le fait que oui, notre climat va se réchauffer, que de toute façon, demain, on vivra dans un monde plus chaud qu'aujourd'hui, et que après-demain, si on ne fait rien, on vivra dans un monde beaucoup, beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, et donc, de toute façon, même si on est exemplaire à partir de maintenant sur l'atténuation, de toute façon, il faudra quand même faire de l'adaptation. Il faudra quand même se préparer à voir le monde se réchauffer, et nous, se préparer à vivre dans un climat qui sera beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Le problème, c'est que, comme je vous le disais, l'adaptation au changement climatique, cet enjeu-là, n'est pas du tout dans le débat public. Vous voyez, vous êtes un certain nombre dans le chat à être très informés, et donc là, pour vous, c'est à peine de la révision ce qu'on vient de faire. Mais je suis sûr que vous êtes aussi un certain nombre à avoir découvert
cette nuance entre adaptation et atténuation, et avoir découvert le fait que euh, euh, il faut aussi, pour penser l'action publique face au réchauffement climatique, il ne faut pas seulement penser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il faut aussi penser l'adaptation de tout le reste autour d'un réchauffement qui, de toute façon, va avoir lieu. Bon. Euh, il y a plein de raisons qui font qu'on ne parle pas vraiment d'adaptation. Il y a une des raisons, c'est le possible découragement. C'est-à-dire que si tu commences à dire aux gens, bon, il va falloir s'adapter à un monde qui va se réchauffer, qui est déjà en train de se réchauffer. Je lis vos nuances. Non, mais il va pas se réchauffer, il est déjà en train de se réchauffer. Oui, merci Jean-Michel climatologue, je sais, je suis au courant. Mais l'impact et l'ampleur du réchauffement à venir, hélas, est encore bien supérieur à celui que nous connaissons d'ores et déjà aujourd'hui. Bon. Donc, je pense que, en tout cas, là je sais pas, j'émets une hypothèse. Peut-être que ce que craignent une partie des orateurs et oratrices politiques qui s'expriment sur ce sujet et qui parlent bien peu de la nécessaire adaptation au climat à venir, peut-être que ce qu'ils craignent, c'est le découragement. Peut-être que ce qu'ils craignent, c'est le fait que si on commence à dire aux gens « Attention, il va falloir vraiment s'adapter au changement à venir parce que de toute façon, il va y avoir un réchauffement », peut-être que ce que craignent une partie des orateurs et des oratrices politiques, c'est de se dire, si on commence à dire ça, tout le monde va se dire, c'est fichu, ça sert à rien. En fait, vous voyez, le pire, ce serait que les gens se disent, ok, capté, le climat se réchauffe, on n'y peut rien, soit. Eh bien, je ne vais pas changer mon gros SUV diesel. Par contre, je vais acheter un climatiseur chez moi. Vous voyez, le pire, ce serait ça. Le pire, ce serait que les gens se disent, bon, bah, c'est fichu, on a perdu sur l'atténuation, donc on passe à l'adaptation. Donc, comme on a perdu sur l'atténuation, bah, je garde ma grosse bagnole diesel, mon gros SUV diesel de connard qui émet comme c'est pas permis, tout ça, pour que je puisse me sentir bien puissant dans ma grosse voiture. Là, donc ça, je le garde. Et en parallèle, j'achète une clim parce que je capte que de toute façon, il va faire de plus en plus chaud. Vous voyez, ce qui évidemment... t'as tort dans les deux tableaux, tu vois. C'est-à-dire que non seulement tu pourris encore plus le climat, et puis ta clim, elle va elle aussi pourrir encore davantage le climat. Le cas de la climatisation est un cas intéressant, d'ailleurs, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Bon. Mais donc, vous voyez, je pense que c'est une des raisons qui fait qu'on parle assez peu d'atténuation. C'est peut-être que certaines ont peur que ça crée du découragement, alors que non, il faut juste dire la vérité aux gens. Il faut leur dire les deux sont vrais. Chaque centième de degré gagné, c'est un climat moins chaud, et un climat moins chaud, c'est moins de catastrophes pour l'espèce humaine. Donc chaque dixième de degré gagné est une victoire pour l'humanité. Il faut le dire, hein, toute atténuation est bonne à prendre. Chaque dixième de degré en moins, c'est déjà une victoire pour l'humanité. C'est déjà des catastrophes qui seront moins importantes. C'est déjà un besoin de moins s'adapter. Donc, il faut mettre le paquet sur l'atténuation, il faut pas lâcher cet enjeu-là. Et en même temps, il faut aussi être réaliste et se dire, attention, dans quelques dizaines d'années, le climat ne sera pas du tout le même qu'il est aujourd'hui. C'est déjà écrit, c'est déjà ancré, c'est déjà fait. Et donc, il faut s'y préparer. C'est-à-dire que, évidemment, le jour où on va se taper en France des étés caniculaires avec des pics à 50 degrés, ce qui est sur la table, c'est sur la table. On ne dit pas que ça va arriver. On dit que ça peut vraiment, vraiment arriver. Mais peut-être pas demain, peut-être après-demain. Le jour où on se tapera des étés avec des pics de chaleur à 50 degrés en France, 50 degrés, c'est-à-dire le moment où en fait tu peux canner, hein, tout simplement. 47 degrés chez moi cet été, on est presque à 50, voilà, vous voyez, on en est pas très loin. Le jour où on en sera là, il sera trop tard pour se dire, bon alors on fait quoi? Alors Météo France nous annonce 50 degrés cet après-midi à Paris, on fait quoi? Bah en fait tu fais rien, en fait tu subis, tu vois. en fait tu vas te baigner dans la Seine, mais tu fais rien. C'était 20 ans plus tôt qu'il fallait commencer à faire de l'adaptation. Donc il faudra faire les deux en même temps, vous voyez. Donc ça, c'est ce que dit, là je viens simplement... Moi, je ne me fais que faire, je ne suis que le porte-parole ici, je ne suis que le porte-parole des chercheurs, des climatologues, des experts. C'est eux qui disent ça depuis très longtemps. Il faut mettre le paquet sur l'atténuation, ne rien lâcher. Et en même temps, il faut se préparer aussi déjà à faire de l'adaptation parce que le moment où l'adaptation sera nécessaire,
il sera trop tard pour la faire. Il faudra la faire avant. Là-dessus, pub. Attendez, je crois qu'il y a la pub qui va se lancer. J'avais un timer qui m'angoissait depuis tout à l'heure. Allez, lancez une coupure pub. Je pré-shot. Frandroid qui nous raide, merci infiniment. Merci les amis de Frandroid qui vous tapez 3 minutes de pub. Direct. Merci beaucoup Frandroid et bienvenue au Frandroidien. 34 spectateurs. C'était il y a 6 minutes. Putain, désolé. Encore une fois, j'ai pas vu. J'avais le nez sur le chat et pas le nez sur mes notifs. Je l'ai pas vu. Eh bien, bienvenue Frandroidien, Frandroidienne. Merci beaucoup. Merci pour le raid. Merci à Jonfi. 3e mois d'abonnement, incroyable mais vrai, merci beaucoup. 3 mois, ça finance une ampoule, absolument. Ainsi que le pigeon suprême qui prime, eh bien merci de t'être fait pigeonner suprêmement. Merci. Bon, putain, il est déjà 11h20, j'ai rendez-vous à midi, je sais pas comment on va faire. Je sais pas comment on va faire. Mon producteur en PLS, évidemment. Désolé. Attendez, je vérifie que j'ai bien... C'est bien midi, hein, on est d'accord? Tout à fait. Après, c'est pas censé être très long. Est-ce que je lance une pub et Non, on reprend pas après. Non, j'ai du travail. J'ai du travail. Possible de décaler à 16h. Mais non. On t'en voudra pas si tu dois filer. On peut faire un sujet sur les deux. Merci, Joy Miaou. Ça fait plaisir, les viewers comme ça, qui sont... qui sont gentils et compréhensifs, ou compréhensifs d'ailleurs, qui disent non mais on t'en veut pas, tu fais ce que tu peux, puis s'il faut que tu partes, tu pars, ça arrive. Merci beaucoup. Merci. Ferdi B, please. Qu'est-ce qui se passe? Non mais Ferdi ne... Alors Ferdi étant... voilà, c'est pas lui qui décide. Moi je veux ma capsule à 800K. Putain, c'est vrai. Bien sûr qu'on t'en voudra pas. Moi, je suis le live au bloc opératoire, donc TKT. Comment? Comment? Je m'appelle André, please. Voilà, absolument, cas particulier. Tout à fait. Comment ça? Je suis le live au bloc opératoire, mais tu veux dire que tu es opéré ou que tu opères? En fait, dans les deux cas, je trouve ça étonnant, mais quelque part un peu réjouissant. Je suis anesthésiste. Très bien. Eh ben, merci beaucoup de ton soutien, mais suis quand même plutôt les constants. Tu vois, suis le live, mais d'une oreille distraite, s'il te plaît. Je t'en supplie. Bonne chance aux patients. Le live Clémovitch sera à la télé dans le bloc opératoire au KLM. Le patient va bien. TKT, je gère. Vous êtes des dingos. C'est bon, il dort. Putain, vous êtes des oufs. Incroyable. Bah, voilà, on vit des expériences sur Twitch, hein, on vit des moments ensemble. Merci beaucoup, Elina, pour ton abonnement. Merci infiniment. Live à la place du scope. Disruptif. Bref, allez, la pub est terminée. Donc je vous disais, l'atténuation et l'adaptation, il va falloir faire les deux en même temps. La question, elle se pose pas. On sait depuis longtemps, et c'est ce que disent les chercheurs, les experts au sein du GIEC, c'est ce que disent les climatologues d'une manière générale. On sait qu'il va falloir faire les deux. L'atténuation au changement climatique, l'atténuation du changement climatique, il faut surtout pas lâcher, mais il va falloir faire de l'adaptation aussi. Il faut tenir ces deux cordes-là. Et bien sûr, le problème, c'est que l'adaptation coûte plus cher que l'atténuation. C'est-à-dire chaque dixième de degré que tu économises, en fait, pour économiser ce dixième de degré en moins, tu as fait des investissements, mais c'est moins d'investissement que ce qu'il aurait fallu pour s'adapter à ce dixième de degré en plus. Donc vous voyez, c'est toujours mieux de faire de l'adaptation, mais il faut faire l'adaptation en même temps. C'est toujours mieux de faire de l'atténuation, mais il faut faire l'adaptation en même temps. Bon. Le problème, comme je vous le disais, c'est que le syntagme qui s'est imposé, c'est le syntagme, en tout cas, le syntagme qui s'impose, c'est pas rien. Les mots que nous utilisons pour penser à la chose, ce syntagme, c'est lutte contre le réchauffement climatique. Et vous voyez, lutte contre le réchauffement climatique, ça n'est pas l'adaptation au réchauffement climatique. Et donc le problème, c'est que aujourd'hui, en France, on ne fait pas du tout assez. Alors déjà, on ne fait pas du tout assez pour l'atténuation du réchauffement climatique. C'est ce que dit régulièrement le Haut Conseil pour le climat.
mais on ne fait pas non plus du tout assez, pour le coup pas du tout assez pour l'adaptation. Et là, il y a un rapport très important qui a été publié par la Cour des comptes aujourd'hui. Un rapport en plus de 700 pages qui, secteur après secteur, examine ce qui a été fait en termes d'adaptation et secteur après secteur fait le constat que rien ou pas grand-chose n'a été fait. Et donc ce matin, Pierre Moscovici était sur France Culture pour parler de cet enjeu. Alors, on va écouter la seule chose dont nous disposons, puisque France Culture tarde un peu à mettre la vidéo en ligne. C'est ce qu'ils ont publié sur leur compte Twitter. Hop là, voilà. Donc, eh bien, écoutez, écoutons ce que disait ce matin Pierre Moscovici en parlant de l'adaptation au réchauffement climatique. Ça dure 1 minute 45. Nous allons fêter en 2024 le 50e déficit budgétaire de suite. Ce qui veut dire que jamais aucun gouvernement de droite, de gauche, du centre n'a eu la culture de la réduction du déficit. Enfin, c'est arrivé, il y a eu... Ah, alors attendez, je crois qu'il ne parle pas du tout de ça. Nous sommes au pied du mur. Ah ouais, donc là, il parle... Putain, c'est fou. France Culture, ils ont... Ok, donc il ne parle pas du tout de ça. Alors, autant pour moi. Là, il est en train de parler du fait que... Parce que c'est... Par ailleurs, c'est les deux sujets pour lesquels... Pierre Moscovici était invité sur France Culture, qui est non seulement la question de l'adaptation au réchauffement climatique, mais aussi le fait que les finances publiques seraient, d'après Pierre Moscovici, dégradées et justifieraient notamment les dizaines de milliards d'économies annoncées récemment par Bruno Le Maire. Et je pensais que... Ah oui, ouais, j'aurais pu lire, j'aurais pu lire in extenso. Je pensais que nous sommes au pied du mur, nous ne pouvons plus différer cet effort, nous l'avons trop fait. Je pensais qu'il parlait de l'atténuation, enfin de l'adaptation, pardon. Mais pas du tout, il parlait des finances publiques. Alors est-ce qu'entre-temps, France Culture a uploadé son interview? On ne sait jamais. Oui! Ah! Merci. Ah, et en plus, ah, bah très bien, très bien. Alors, écoutons ce que dit Pierre Moscovici. Alors attendez, hop. Je cherche directement afficher plus. Hop, afficher la transcription. CTRL F. Adaptation. Ok. Tac. Voilà, ça commence à 11 minutes. C'est bon, c'est trouvé. Écoutons ce que dit Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, pour parler de l'adaptation au réchauffement climatique. Covid. L'année dernière, c'est la décentralisation. Et cette année, c'est les politiques d'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire comment on lutte contre les phénomènes climatiques que nous savons inexorables. Les inondations, le réchauffement, les pics de chaleur, les catastrophes, les tempêtes, voilà, qui vont se multiplier. Il faut le savoir, puisque notre température va augmenter. Et là, donc, nous avons décidé de faire une grande enquête transversale avec 16 chapitres, avec à la fois localement et nationalement des constats très forts. Et par exemple, sur ce qu'on appelle le trait de côte, c'est-à-dire la limite entre la mer et la terre, qui ne cesse évidemment de reculer, ce qui ne doit pas être confondu avec la submersion. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, 7h56. On a eu le teasing, 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et nous retrouvons notre invité Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. C'est aujourd'hui que paraît le rapport de la Cour des comptes avec un lot de mauvaises nouvelles, je dois dire particulièrement conséquent. Pour continuer ce dialogue, nous sommes également en compagnie de ma camarade Marie Viennot de la rédaction. Pierre Moscovici, j'aurais aimé vous faire réagir au biais politique de mon camarade Jean Lémarie, mais je sais d'ores et déjà ce que vous me diriez, que vous ne faites pas de politique. Et pour autant, l'idée de faire un plan d'économie de 50 milliards d'ici 2027 pourrait... Terrible. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que là, on parle plus d'adaptation? C'est comme tout à fait curieux. Alors, attendez. Ok. Alors, hop, c'est parti. 14 minutes. Notre rapport, en fait, il est consacré à l'adaptation au changement climatique. Si on veut s'adapter au changement climatique, si on veut atténuer les impacts du changement climatique, il faut des investissements publics et privés massifs. Comment pouvez-vous les faire si vous êtes endetté? Et donc, moi, je plaide d'une certaine façon pour que nous retrouvions notre indépendance, nos marges de manœuvre, pour que nous soyons capables d'agir. Donc, c'est plutôt vertueux comme processus, c'est pas austère. Et je pense, vous savez que les Français sont très lucides. Je lisais un sondage hier qui disait que 85% des Français étaient conscients qu'on était trop endettés. Ils sont de toutes les... On est toujours sur l'endettement, décidément. Alors attendez, comment je fais? Je fais ça, hop.
Voilà, plein écran, comme ça, on voit pas mon bureau derrière. Très bien, donc adaptation. Alors, encore plus loin. Hop. Ah, voilà. Ok. Alors, on en est où là? J'ai été ministre des Finances, l'augmentation des impôts. Très bien. Alors, un peu plus loin encore. Alors, ça y est, on y est. Futur. Et le premier défi, encore une fois, c'est la transition écologique. C'est l'objet de notre rapport public annuel de cette année tout de même. Alors justement, pour financer l'adaptation au changement climatique, puisque là, il y a une part très importante de ce rapport qui est consacrée effectivement à ce thème, 500 pages. L'essentiel, effectivement, autour de ce thème, beaucoup de mots, très peu de chiffres. Pierre Moscovici. Alors que c'est votre force a priori des chiffres. Oui, enfin, il y a des chiffres qu'on cite. Par exemple, je citais le rapport Pisani-Memphous disait quelques 3 milliards d'euros. Il y a des think tanks qui ont dit 2 à 3 milliards d'euros. Nous ne pouvons pas donner de chiffres pour une raison simple, c'est que la donnée en la matière est extrêmement éparse. Donc ce que nous avons fait, c'est autre chose. Nous avons jeté toute une série de coups de projecteur à travers 16 rapports, 16 enquêtes qui portent à la fois sur la recherche, ou sur les finances, mais qui portent aussi l'érosion côtière, sur des politiques publiques ou encore sur des espaces comme l'érosion côtière, ils n'en ont pas parlé longtemps, manifestement. La forêt, voilà, ou le trait de côte que vous évoquiez, c'est-à-dire la limite. C'est lui qui l'évoquait. Entre la terre et la mer. L'adaptation se distingue de l'atténuation. L'atténuation, c'est ce qui permet de réduire les gaz à effet de serre. L'adaptation, c'est ce qui permet de vivre avec l'augmentation de la chaleur. Alors, il a été plus vite pour l'expliquer que moi. Hein. L'adaptation, c'est probablement moins cher que l'atténuation, mais c'est tout à fait vital. Et de ce point de vue-là, nous constatons des réponses qui sont, pour certaines anciennes, par exemple les réseaux. Depuis 99 et la tempête Sable-Fer. Il y a eu aussi bien sûr la vague de chaleur de 2003, donc on a commencé à penser ça. Et puis, il y a des endroits où c'est totalement impensé. Par exemple, l'immobilier de l'État, rien. Le ministère des Armées commence à avoir une prise de conscience de ces sujets. Et donc ce que nous disons, c'est qu'il faut... Vous dites d'ailleurs que l'armée pourrait avoir un rôle dans l'adaptation au changement climatique. Oui, parce qu'elle-même est consommatrice à travers ses matériels et ses locaux. Donc si vous voulez, il faut aussi qu'ils s'y mettent. Et ils commencent à s'y mettre. Tout ça pour dire que ce dont on a besoin, c'est d'abord d'informer le citoyen, c'est ensuite de financement, oui. Et vous voyez, je suis tellement peu pour l'austérité que je préconise des investissements en la matière. Et puis aussi, on a besoin de planification. C'est un terme à la mode. Il va y avoir le grand plan national. Il est vraiment... On va finir par se lire l'article du Monde, parce que honnêtement, il n'est pas d'une grande clarté. Hein. D'action contre le changement climatique, le troisième, qui reposera sur une augmentation prévue de 4 degrés d'ici à la fin de ce siècle. Mais face à ça, il faut... Il mélange tout. Ouais, il mélange tout. Franchement, là... Et puis le rapport est... Enfin, j'ai pas eu le temps, le rapport est sorti aujourd'hui, donc j'ai pas eu le temps de lire le rapport in extenso. Par contre, j'ai lu l'article du Monde, qui est très, très complet, et qui est assez accablant, notamment pour le gouvernement. Multiforme, à la fois de l'État, des collectivités locales et des agents privés. Autre exemple, par exemple, la finance verte. Vous savez qu'aujourd'hui, on met en place quelques 5% de financement vert, mais il y a des risques de ce qu'on appelle l'éco-blanchiment, si on n'est pas capable de dire justement ce qui est vert et ce qui ne l'est pas vraiment, ce qui relève de l'adaptation et ce qui relève de l'atténuation. Donc il y a des efforts de taxonomie à faire en la matière. Et il y a aussi un rôle pour les banques publiques, que sont la Banque publique d'investissement, la Caisse des dépôts et consignations. Non mais là, il nous fait une salade anglaise, quoi. C'est un peu de tout. Salade anglaise, bon, il y a un peu de tout. La banque postale. Donc, si vous voulez... la banque postale et l'armée, bien sûr. Il n'y a pas le chiffre qui tue, il n'y a pas la balle magique, si vous voulez, mais il y a quand même beaucoup de données. Et je pense que c'est très passionnant de lire ce rapport. Oui. Oui, effectivement. Et puis c'est surtout plus clair. Les maris. Au bout du compte, qui va payer l'adaptation si difficile La flemme, écoutez, là, pardon, mais qui va payer? Enfin, genre, c'est une bonne question, mais... C'est une bonne question, mais... Écoutez, on va aller lire l'article du Monde qui est quand même un peu plus... Voilà, un peu plus précis, quoi. Un peu plus synthétique. Hop, alors. Ça parle des villes spécifiquement. Ok. Toc, papier publié aujourd'hui dans Le Monde et qui me semble beaucoup plus clair que ce que vient de dire là Pierre Moscovici. Hop là, voilà. La Cour des comptes décrypte le retard de l'État dans l'adaptation au dérèglement climatique.
Dans un rapport publié mardi, presque entièrement consacré à l'adaptation, l'institution juge que la France n'a toujours pas pris la mesure de l'enjeu et demande la mise en place d'une véritable planification. Les conséquences du réchauffement climatique étant de plus en plus sensibles, les gouvernements se retrouvent maintenant face à un double défi. Atténuer les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi préparer les sociétés aux impacts actuels et aux dégâts futurs. On en a parlé longuement. Le rapport annuel de la Cour des comptes, publié mardi 12 mars, est presque entièrement consacré à ce second point, celui de l'adaptation au changement. Un aspect crucial, pourtant longtemps négligé, des politiques écologiques. Au fil des 725 pages du rapport, les magistrats de la rue Cambon c'est évidemment la Cour des comptes, décrypte les retards de l'État, des collectivités et des entreprises en la matière. La prise de conscience de l'urgence de l'adaptation est bien réelle, mais elle est hétérogène selon les secteurs, estime ainsi Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, qui décrit un défi colossal et pousse les responsables politiques à agir. L'État ne joue pas correctement son rôle de stratège, qui consiste à fixer des objectifs clairs et à définir une trajectoire pour les atteindre, juge-t-il encore. Alors que l'Europe a été durement touchée par la crise climatique depuis 2 ans, avec des canicules et des sécheresses qui se sont succédés à un rythme soutenu, la France n'est pas au niveau de l'enjeu selon les magistrats. Tout au long des 16 chapitres thématiques, les villes, les réseaux de transport, la forêt, l'armée, le trait de côte, la santé, les banques et la finance, etc., les absences et les silences de l'État sont disséqués. Sur un sujet majeur comme l'immobilier, le premier plan national d'adaptation au changement climatique n'a pas reçu de traduction concrète autre qu'un appui à la recherche. Le deuxième plan 2018-2022, écoutez bien. Là, on parle du plan national d'adaptation au changement climatique dans l'immobilier. Donc ça fait longtemps qu'on sait que l'immobilier, c'est un sujet absolument crucial. Le premier plan, c'est 2011-2015, on est en plein... d'ailleurs, il est lancé sous le mandat de Nicolas Sarkozy et le début du mandat de François Hollande. Le deuxième plan 2018-2022 qui correspond donc au premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Le deuxième plan s'est contenté de disséminer des mesures sur ce sujet dans des rubriques transversales. La problématique de l'adaptation au changement impose en effet d'abord que des choix politiques soient faits dans tous les domaines de l'action publique, peut-on lire dans le rapport. Un coup de pression alors que Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, doit mettre en consultation le troisième plan national d'adaptation au changement climatique en avril, avant une présentation à l'été. Lundi soir, celui-ci a salué des présentations pertinentes du rapport et promis qu'elles pourront éclairer les arbitrages sur les options de financement les plus pertinentes sur l'adaptation. Pour adapter, donc vous voyez, ce qu'on lit en creux ici, c'est que le plan 2018-2022, qui était un plan d'adaptation au changement climatique dans l'immobilier, s'est contenté de disséminer quelques recommandations éparses, quelques mesures éparses, et n'a pas eu un véritable volontarisme en la matière, volontarisme qui serait pourtant absolument nécessaire. Je vous rappelle que 2018-2022, on est après le Make Our Planet Great Again d'Emmanuel Macron. Attention, il a déjà fait son grand discours Make Our Planet Great Again. Il a déjà fait son Le monde se réchauffe littéralement. Non, notre maison brûle littéralement. Notre maison brûle littéralement. Ah non, littéralement c'est après, c'est 2019. Non, notre maison brûle littéralement, c'est 2019. Je crois. Hein. On va vérifier. Voilà, août 2019. Août 2019. Par contre, Make Our Planet Great Again. Hop, ça c'est 2018. Hein. Ça c'est même décembre 2017, vous voyez. Hein. Make Our Planet Great Again, c'est même décembre 2017. Donc, hop. Donc là, on est après le Make Our Planet Great Again. Et un plan d'adaptation au changement climatique qui, le dit la Cour des comptes, s'est contenté de quelques mesures disséminées. Pour adapter la France à un réchauffement de 4 degrés en 2100, ce qui aujourd'hui est l'hypothèse pessimiste, mais malheureusement l'hypothèse pessimiste a l'air d'une hypothèse réaliste, mais bon, le pire n'est jamais certain, je vous le disais. Hein.
C'est l'hypothèse que retient par ailleurs le gouvernement. Hein. Le gouvernement se dit, bon, bah, il faut se préparer à ça. Pour adapter la France à un réchauffement de 4 degrés, la liste des chantiers est immense. Relocalisation des bâtiments affectés par la montée de la mer, réflexion sur les nouvelles cultures céréalières, conflits d'usage à cause du manque d'eau, etc. Face à la multiplication des secteurs concernés, au milieu de l'enchevêtrement des compétences et des temporalités, la Cour des comptes appelle l'État à mener une véritable planification. Cette stratégie doit prendre en compte l'atténuation des gaz à effet de serre, mais aussi l'adaptation. Voilà. Les deux facettes de la transition écologique décrites comme le combat du siècle par Emmanuel Macron. C'est vrai que la transition écologique rassemble adaptation et atténuation. Il est très important que la Cour des comptes fasse le lien avec la planification et l'atténuation, car tout doit être mené en même temps. C'est la seule façon de dépenser l'argent efficacement et de ne pas se retrouver face à un deuxième mur d'investissement, estime Benoît Leguet, président de l'Institut de l'économie pour le climat, un chercheur donc. Sinon, que fait-on si on rénove une infrastructure pour qu'elle soit moins émettrice, mais qu'en même temps, elle devient moins adaptée au climat futur? Ce ne sont pas des chantiers que l'on fait tous les 10 ans. Et vous voyez, c'est là qu'on voit, évidemment, à quel point est-ce que ces deux questions sont liées, à quel point il faut les penser ensemble. Comment mieux isoler un bâtiment pour qu'il nécessite moins de chauffage en hiver, tout en restant frais lors des grosses chaleurs? Comment penser l'organisation des forêts françaises, indispensable puits de carbone, alors que 30 à 50% d'entre elles n'offriront plus des conditions viables aux essences actuelles? Pour répondre aux milliers de questions de ce type, la Cour des comptes conseille au gouvernement de s'appuyer sur la recherche, notamment les groupements régionaux d'experts sur le climat, pour trouver des arbitrages précis et viables pendant des décennies. Seule façon d'éviter des décisions précipitées qui conduiraient à une maladaptation. L'exemple de la climatisation, fortement émettrice en gaz à effet de serre, est largement cité, mais aussi les canons à neige très consommateurs d'eau qui se développent dans toutes les stations d'altitude. Nous sommes trop souvent encore dans la réaction après un événement extrême, ce qui est une forme de maladaptation, car on réinvestit par rapport à un référentiel du passé, alors qu'il faut être dans une projection en se basant sur les modèles climatiques, car le réchauffement continue d'augmenter et les impacts vont donc s'amplifier. Ça, c'est très important et c'est très intéressant. C'est l'idée que il faut à tout prix éviter la maladaptation, c'est-à-dire que pour lutter contre le réchauffement climatique, contre les émissions de gaz à effet de serre, pour faire de l'atténuation, on va adapter des secteurs entiers de notre vie, mais que cette adaptation n'est pas adaptée, enfin n'est pas conforme, n'est pas juste au regard de ce que le monde va devenir. Et c'est exactement l'erreur qu'il ne faut pas faire. Et vous voyez, la question de la climatisation, par exemple, c'est une question qui est vraiment intéressante, passionnante et difficile. Le pire qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Vous voyez, le pire qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire pousser les... en fait, dire aux gens qu'il ne faut pas utiliser la climatisation parce que c'est fortement émetteur de CO2, ce qui est vrai, et en même temps, ne rien penser pour adapter les logements aux fortes chaleurs, ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe? Les gens achètent des petits climatiseurs. Qu'est-ce que c'est un petit climatiseur? C'est un petit climatiseur que tu mets dans ta pièce, avec un tuyau que tu fais sortir par la fenêtre. Donc, ce que tu fais, c'est que tu refroidis ta pièce et en même temps, tu as le tuyau qui passe par la fenêtre, donc tu as la fenêtre ouverte. Donc la fenêtre fait rentrer la chaleur et le climatiseur refroidit la pièce. Sauf que comme tu fais rentrer la chaleur, la pièce se réchauffe en même temps qu'elle se refroidit et donc il faut utiliser encore plus d'énergie pour refroidir ta pièce et donc ça fait encore plus de CO2 et ce CO2 réchauffe encore plus le climat. Vous voyez, le climatiseur à l'intérieur d'une pièce avec un tuyau qui sort par la fenêtre, c'est le pire que tu peux imaginer. C'est l'exemple stéréotypique de la maladaptation. C'est-à-dire que comme tu n'as pas fait assez d'atténuation, le climat se réchauffe. Comme le climat se réchauffe, tu adaptes ton logement, tu l'adaptes comme tu peux en achetant une petite clim. Et cette clim rejette la chaleur à l'extérieur, la chaleur rentre à l'intérieur. Ça revient grosso modo, ces petits climatiseurs avec un tuyau que tu fais sortir par ta fenêtre. Parce qu'il faut bien évacuer l'air chaud, hein. Le climatiseur il évacue l'air chaud, donc cet air chaud il faut bien qu'il passe par un tuyau. Le petit climatiseur avec un tube qui sort par la fenêtre, ça revient littéralement à mettre ton chauffage, la fenêtre ouverte en hiver. C'est la même chose, c'est-à-dire c'est tout aussi con d'allumer à fond ton chauffage en hiver avec la fenêtre ouverte que d'utiliser ton petit climatiseur avec ton tuyau qui sort par la fenêtre en été. C'est la même chose.
un frigo sans porte, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, vous voyez, ça, c'est typiquement de la maladaptation. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a... Alors, les gens ne le disent pas trop, parce qu'il faut pas trop le dire. Donc, moi non plus, je ne vais pas le dire trop fort. Mais vous avez aujourd'hui des experts du climat qui regardent la climatisation avec un œil réaliste en disant, mais en fait, dans un monde qui va se réchauffer, la climatisation, certes, c'est consommateur de CO2, donc c'est un remède qui est aussi un poison, mais c'est un remède qui sera nécessaire. C'est-à-dire, dans un monde où l'été, en ville, il va faire 45 à 50 degrés, en fait, la climatisation des logements, ça ne va pas être un choix, ça va être une nécessité. C'est-à-dire, dire que parce que le climatiseur rejette du CO2, il ne faut pas climatiser les logements, c'est exactement comme dire que parce que les radiateurs émettent du CO2, il ne faut pas réchauffer les logements. C'est-à-dire, dans un monde où l'été en ville, il va faire 45-50 degrés, en fait, tu n'as pas le choix de climatiser les logements et les bureaux. Tu n'as pas le choix. C'est de la même manière que quand il fait 0 degré en hiver, tu n'as pas le choix de réchauffer, les habitations et les bureaux de la même manière. Donc, en fait, c'est là où on arrive sur des débats qui sont des vrais débats d'adaptation. Et là, en fait, il y a plein de choses possibles. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que, par exemple, tu peux faire de la climatisation commune comme tu peux faire du chauffage commun. Alors, investissement énorme. C'est un investissement énorme. C'est-à-dire, tu peux faire une climatisation avec un système de clim à l'échelle quasiment de la ville. C'est-à-dire, c'est possible. Sauf que c'est évidemment des kilomètres de tuyaux installés, c'est des investissements immenses dans les logements pour faire passer tous les tuyaux. Bah, tu peux le faire. C'est très cher. Tu peux rénover les bâtiments pour avoir à minima des climatiseurs qui te permettent de climatiser ton logement la fenêtre fermée. Tu vois ? Tu peux le faire. Ça, pour le coup, c'est moins cher. Ça, c'est un investissement qui se fait à l'échelle des appartements. Mais tu vois, typiquement, se cacher les yeux comme ça, en disant non, mais tout va bien aller, on va atténuer le réchauffement climatique, on va faire l'isolation thermique des bâtiments. Donc tu vois, dire aux gens, faites l'isolation thermique des bâtiments, vous allez voir, allez-y, mettez des cloisons des cloisons de plâtre un peu techniques pour améliorer l'efficacité énergétique de vos bâtiments, pour que le chauffage vous coûte moins cher, rénovez vos fenêtres, faites tout ça, c'est très bien. Donc, lancez les gens dans des gros chantiers chez eux. Sans leur dire, par ailleurs, pensez à la clim quand même. Pensez à la clim parce que peut-être dans 10 ans, vous n'allez pas refaire des travaux et du coup, vous n'aurez pas de clim dans votre appart et du coup, vous serez vraiment dans la merde et vous allez acheter un petit climatiseur et climatiser la fenêtre ouverte. Et ce sera pire que tout, oui. Ça peut être intelligent, mais ça nécessite en effet de la planification. Parce que tu ne peux pas non plus inciter aujourd'hui, maintenant, tous les Français et toutes les Françaises à mettre un climatiseur chez eux. Parce que si tu fais ça, tu fais exploser les émissions de CO2. Donc, on est sur des débats qui sont des débats très difficiles. Qui nécessite en effet de la planification. Or, et c'est ce que dit le rapport de la Cour des comptes, cette planification, pour l'instant, à l'échelle de l'État, elle n'existe pas. Dubaï avec des pistes de neige. Alors, par ailleurs, effectivement, attention, hein. Alors, vous n'arrêtez pas de dire puits canadien, je ne sais pas ce que c'est. Donc j'irai voir, mais manifestement, là, il y a une team dans le chat qui est plus informé que moi. C'est bon, on met des pompes à chaleur partout, TKT, les solutions techniques. Peut-être que d'ici là, il y aura une meilleure innovation qui permettra de remplacer les climatisations. Oui, peut-être. Mais en même temps, tu fais pas faire des investissements aux gens tous les 5 ans, tu vois. Ça n'existe pas. Bon. Puis canadien, c'est de la géothermie pour l'air en gros. C'est cool pour les pavillons, mais pour les immeubles, c'est plus compliqué. Bon, je vous laisse en discuter. Moi, j'ai pas de connaissances là-dessus. Très intéressant ton point de vue. J'étais très opposé à mettre une clim réversible dans la rénovation de ma maison, mais je me suis dit malheureusement d'ici quelques années, ce sera peut-être vital. Par contre, je l'utiliserai qu'en cas de nécessité absolue. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que comme toujours, en fait, si tu dis aux gens attention, il faut mettre des clims chez vous parce qu'en vrai, peut-être que dans 10 ans,
vous n'aurez pas le choix, tu vois, et notamment les personnes âgées, tu vois, notamment les gens qui prévoient de rester dans leur logement un peu toute leur vie, qui ont, je sais pas, 50, 60 ans, qui se disent, bon, mon appart, j'y serai bien, a priori, je vais... tu vois, les canicules, c'est pas pareil une canicule quand t'as 50 ans et une canicule quand t'en as 65 ou 70, tu vois, c'est pas la même chose. Après, là où vous avez raison, c'est que, et c'est toujours pareil, oui, on a ces débats-là en France en ce moment, pendant qu'à Dubaï, ils font des pistes de ski l'été, tu vois. Ils font des pistes de ski dans le désert, tu vois. On a ces débats-là maintenant, pendant qu'au Japon, tu as des rues climatisées. Ouais, je triche un peu, c'est pas des rues climatisées, mais au parc Universal Studios à côté de Osaka, par exemple, au Japon, tu as une rue entière climatisée. C'est-à-dire, parc Universal Studios au Japon, qui est un parc d'attractions. Hein. Tu sais, quand tu rentres dans le parc d'attractions, tu sais, dans tous les parcs d'attractions, quand tu rentres, tu as toujours la rue initiale qui te met un peu dans l'ambiance avec que des boutiques sur les côtés. Et cette rue-là, dans Universal Studios Osaka, elle est climatisée. C'est-à-dire qu'au-dessus de ta tête, mais très très loin là-haut, tu as un dôme et ce dôme climatise la rue, tu vois. Peut-être que climatiser la rue, tu vois, c'est peut-être une mauvaise idée, tu vois. Au Japon, mais je dis au Japon parce que c'est un pays que je connais un petit peu, mais je suis sûr qu'à Dubaï c'est pareil. Enfin, je suis sûr que dans plein de pays c'est pareil. Au Japon, mais à minima au Japon, tu as en été il fait méga chaud. Tu as l'immense majorité des boutiques qui sont climatisées, mais qui ont leurs portes ouvertes pour inciter les gens à rentrer dedans, tu vois. C'est-à-dire que les boutiques, elles climatisent au taquet. C'est-à-dire dehors, il fait 40 degrés, dedans, il fait 19, tu vois. Donc limite, dedans, t'as froid. Et elles climatisent porte ouverte, parce que du coup, quand tu passes à côté de la boutique, alors que tu crèves de chaud, tout d'un coup, t'as froid, et tu te dis, ah, c'est cool, cette boutique, elle est climatisée, je vais rentrer, tu vois. Donc, nudge, évidemment, technique d'ingénierie sociale qui permet d'inciter les gens à venir dans la boutique, et donc à consommer, et donc à vendre. Sauf qu'à la fin, ta boutique, elle climatise porte ouverte aussi. En France aussi, l'été, alors en France, c'est interdit maintenant. En France, c'est maintenant interdit. Vous voyez, mais ceux qui le font, ils sont hors la loi. Mais bon, c'est un scandale. Mais au Japon, c'est pas du tout interdit, tu vois. Bon, donc effectivement, tu as ce truc de... On est en train de se poser ces questions-là en France, alors que d'autres font pire ailleurs. Mais c'est la mauvaise réflexion à avoir. C'est ce truc de, à l'échelle de l'histoire, la France a largement émis son quota de CO2, même si aujourd'hui on n'est pas les pires, on n'est pas les meilleurs non plus. Hein. Quand tu rapportes les émissions de CO2 au nombre d'individus, au nombre d'habitants en France, tu te rends compte qu'en fait les Français émettent beaucoup, en tout cas plus que l'immense majorité des pays du Sud. Donc déjà, en fait, tu te rends compte qu'on n'est pas si exemplaire que ça. Certes, on est moins pire que les Chinois, les Japonais, les Américains. Et alors, tu vois, genre, est-ce que parce que d'autres font pire ailleurs, c'est une raison pour pas faire bien ici? Évidemment non, ça c'est un sophisme, c'est évidemment un raisonnement fallacieux. Et de toute façon, il faut pas y arriver. On ne va pas y arriver si quelques pays ne se décident pas à montrer l'exemple. Mais donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point est-ce que tout ça, sophisme de la double faute, absolument, tout à fait trognon, qui connaît ces sophismes, c'est ce qu'on appelle un sophisme de la double faute, parce que d'autres font pire ailleurs, ce serait une bonne raison de ne pas faire mieux ici. Évidemment, si c'est pas parce que d'autres font pire ailleurs qu'il faut pas nous essayer de faire mieux. Et vous voyez, et en fait c'est exactement tout cela que pointe le rapport de la Cour des comptes en disant mais attention, on est en train de ne pas penser ces questions-là alors qu'elles sont absolument capitales. En parallèle de cette politique prospectiviste, les magistrats pressent aussi l'État de porter ce sujet sur la place publique pour convaincre les ménages et les entreprises de l'importance du sujet. Il ressort de cet ensemble d'éléments que le déploiement efficace de mesures d'adaptation au réchauffement climatique doit être précédé d'efforts importants pour convaincre de cette nécessité. Bon, ok. Ça, je l'ai lu tout à l'heure. On s'en fiche un peu. Les idées concrètes. Anne Bringot, directrice de programme au sein du réseau Action Climat, qui nous dit, hop là, même s'il reste souvent à la surface des choses, ce rapport montre à quel point nous sommes extrêmement démunis face aux impacts du réchauffement climatique, mais il ne met pas en perspective les investissements nécessaires pour s'adapter et le coût des impacts actuels. Cela montrerait qu'on ferait des économies à moyen terme en s'adaptant, et là-dessus, effectivement, le rapport le dit, hein, il ne propose pas de chiffrage global, parce qu'ils disent que pour l'instant, c'est impossible de le faire de manière rigoureuse. Pourquoi est-ce que je trouve que c'est intéressant ? Je trouve que c'est intéressant parce que ce que pointe ce rapport, c'est vraiment l'incurie actuelle en matière d'adaptation au réchauffement climatique.
une incurie actuelle, vraiment une insuffisance coupable de l'État dans les politiques d'adaptation au réchauffement climatique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mot que le rapport de la Cour des comptes met en avant, et ce mot, c'est le mot de planification. Le rapport dit, mais là, il faut commencer vraiment à planifier, et à planifier de manière concrète. Par exemple, c'est l'exemple que je prends parce que c'est celui sur lequel j'ai un tout petit peu travaillé. En tout cas, je me suis un tout petit peu renseigné. Par exemple, sur la question des bâtiments, il va falloir planifier entre, certes, efficacité énergétique des bâtiments pour qu'on puisse les chauffer l'hiver à moindre coût en matière d'énergie et de gaz à effet de serre, mais aussi se pose la question du rafraîchissement des logements l'été, ce qui va devenir nécessaire, qu'on le veuille ou non. Et ça aussi, cette question, elle doit être posée. Là aussi, cette question, elle doit être posée. Et pour l'instant, hélas, elle ne l'est pas. Donc je vais finir ce que j'étais en train de dire quand on parlait de la Cour des comptes et de l'adaptation au changement climatique. En fait, ce qui est intéressant, donc souvenez-vous, hein, alors si vous avez loupé le début du stream, si vous débarquez, on a parlé, avant de faire cette parenthèse interview, on était en train de parler du rapport de la Cour des comptes qui pointe le fait que la France est cruellement en retard dans son adaptation au changement climatique, sachant que, je résume rapidement, mais vous irez voir le replay si ça vous intéresse, sachant que il faut faire la différence entre l'atténuation au changement climatique, enfin l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique, qui sont les deux jambes de la transition écologique. La transition écologique, c'est à la fois atténuer le changement climatique, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France, les réduire à l'échelle mondiale, bien sûr, mais c'est aussi s'adapter au changement qui vient, étant entendu que même si on appuie sur le frein drastiquement, rapidement, maintenant, ce qu'on ne fait pas en termes d'émissions de gaz à effet de serre, le climat va déjà se réchauffer de minimum 1,45 degrés minimum, et en réalité, sans doute davantage, hélas. Et donc, ce réchauffement climatique, il va falloir s'y adapter. Et le problème que pointe la Cour des comptes, c'est de dire que l'adaptation au changement climatique, la France n'est absolument pas au niveau pour l'instant, que la France n'a absolument pas pris la mesure des enjeux et qu'on est cruellement en retard. Et notamment, ce que pointe le rapport de la Cour des comptes, nommément, c'est le fait que nous avons besoin d'une authentique planification écologique et cette planification, pour l'instant, n'existe pas. Et pour illustrer le besoin de planification écologique, on avait pris l'exemple de la rénovation des logements en disant qu'aujourd'hui, il y a une incitation à rénover les logements pour faire de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire concrètement pour faire en sorte que chauffer les appartements coûte moins d'énergie. Le problème, c'est que bien souvent, on ne pense pas, donc ça c'est une mesure d'atténuation, faire en sorte que chauffer les logements coûte moins d'énergie, donc émettre moins de CO2, c'est typiquement de l'atténuation du réchauffement climatique, mais on ne pense pas, quand on fait ces rénovations, à l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire le fait que demain, le climat va de toute façon se réchauffer, demain, les épisodes extrêmes vont de toute façon se succéder pendant l'été, y compris en France. Demain, on va de toute façon avoir des étés caniculaires, notamment dans les villes. Ces étés caniculaires vont demander des mesures d'adaptation, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir avoir des pics de chaleur à 50-55 degrés à Paris et partout en France, mais notamment dans les villes. C'est là où c'est dans les villes où l'enjeu est le plus capital, parce que les villes françaises, et notamment Paris, pas seulement Paris, mais les villes françaises sont très bétonnées. L'absence d'espace vert, c'est précisément ce qui fait que les villes sont des cuvettes, sont des milieux encore plus chauds qu'ailleurs, ou qui tendanciellement ont une météo encore plus chaude qu'ailleurs. Donc, il va falloir s'adapter à ce changement climatique qui va avoir lieu. Il est en train d'avoir lieu en réalité, c'est déjà fait. On peut tenter de l'atténuer, on peut tenter de faire en sorte que ce ne soit pas encore pire, mais de toute façon, il va y avoir, voilà, merci Lefty pour le mot, c'est exactement ça, il va y avoir de très fortes chaleurs l'été, et notamment dans les milieux urbains où il y a ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain, c'est le mot que j'avais perdu. Il y a l'îlot de chaleur urbain, il y a des îlots de chaleur au sein des villes
qui vont rendre les étés extrêmement difficiles à vivre. Donc il faut s'y adapter. S'y adapter, ça veut dire par exemple réfléchir de manière sérieuse à la place de la climatisation dans nos logements. C'est-à-dire que de la même manière que aujourd'hui, il est essentiel d'avoir du chauffage l'été, de la même manière qu'aujourd'hui, il est essentiel d'avoir du chauffage l'hiver, c'est-à-dire qu'on n'imaginerait pas dire qu'il faut arrêter de chauffer les logements parce que ça émet du CO2 alors qu'il fait 0 degré dehors, ou parfois moins. De la même manière, demain, quand tu auras des pics de chaleur à 50-55 degrés dans les villes, en fait, ce sera impossible de dire qu'il ne faut pas utiliser de climatisation sous prétexte que ça émet du CO2. En fait, tout simplement parce que à 50-55 degrés, notamment les personnes âgées, c'est des urgences vitales. Enfin, c'est des questions vitales de refroidir le logement. Donc, il va falloir faire de la climatisation. Il va falloir faire une climatisation. Mais il y a plein de manières de faire de la climatisation. Et tu vois, si le problème c'est que la clim réchauffe l'extérieur. Oui, non, mais la clim c'est pas idéal. Mais en fait, on va pas avoir le choix, tout simplement. On va pas avoir le choix. Mais après, il y a plein de manières de faire de la clim. Par exemple, je sais qu'à Paris, il y a eu un projet, j'en parlais juste avant, il y a eu un projet, je ne sais pas où il en est, mais qui a été en tout cas envisagé, de faire une climatisation générale. C'est-à-dire de faire des tuyaux, une clim à l'échelle parisienne. Ce qui est pour le coup très économe en termes énergétiques et qui permet d'envoyer de l'air froid dans les bâtiments sans que chacun ait à avoir sa petite clim électrique personnelle. Il y a plein de manières de faire de la climatisation. Certains parlent de géothermie, mais apparemment dans les appartements c'est beaucoup plus difficile. Mais oui, il y a plein de manières de climatiser. Mais ce qui est sûr, c'est que si on ne pense pas cette adaptation, si on ne pense pas la climatisation, qu'est-ce qui va se passer? Demain, tout le monde va faire ce que déjà beaucoup de gens font aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver l'été dans leur petit logement de 30 mètres carrés ou de 20 mètres carrés, impossible à refroidir, caniculaire, où il fera 50 degrés l'été. Ils vont acheter un petit climatiseur. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur petit climatiseur? Ils vont ouvrir la fenêtre et ils vont foutre le tuyau du climatiseur par la fenêtre. C'est-à-dire qu'ils vont littéralement refroidir fenêtre ouverte, ce qui revient à réchauffer fenêtre ouverte aussi en hiver. C'est pareil. Et ça, c'est ce qui est de pire. Ça, c'est ce qui est de pire. Et c'est ce qui va se passer si on ne pense pas l'adaptation. C'est-à-dire que vous voyez, penser l'adaptation, c'est se dire, bon, demain, il faut être réaliste, il faudra faire quelque chose pour refroidir les logements, on n'aura pas le choix. Donc oui, il faut végétaliser les villes, il faut faire des arbres, éventuellement des murs végétaux, même si je sais que c'est un sujet de controverse. Bon. Mais oui, il faut végétaliser les villes, ça commence par ça, mais même ça, ce ne sera pas suffisant en fait. Même ça, ce ne sera pas suffisant. Donc, il va falloir climatiser. Et oui, ça émettra du carbone, on est d'accord. Mais sauf qu'en fait, à un moment donné, de toute façon, l'activité humaine, elle émet du carbone et l'humanité a un budget carbone à dépenser. Bon, bah, à un moment donné, quand il fera 55 degrés l'été, en fait, refroidir les logements, ça fera partie du budget carbone qu'on dépensera de manière inévitable. Tout comme aujourd'hui, l'hiver, tu chauffes les logements, ça aussi, ça émet du carbone. Tu dis pas, n'installez pas de chauffage, mon bon monsieur, ça émet du carbone. Personne dit ça, parce qu'on se rend bien compte que c'est pas vivable. Bah, demain, l'été, ça sera pas vivable non plus. Donc, vous voyez, cette question, elle est essentielle. Et c'est une question d'adaptation. Or, comme le dit la Cour des comptes, l'adaptation, ça nécessite de la planification. L'adaptation, ça nécessite de la planification. C'est-à-dire qu'il faut précisément réfléchir aujourd'hui à comment nous allons nous adapter demain au réchauffement climatique, parce que demain, quand on en sera à se dire il fait trop chaud, il faut faire quelque chose pour les logements, il n'y aura pas de solution. Tu ne vas pas pouvoir demain, du jour au lendemain, une fois que tu auras déjà fait une rénovation des bâtiments pour faire de l'efficacité énergétique, demain, tu ne pourras pas du jour au lendemain refaire de la climatisation ou refaire en tout cas de la refroidissement des logements. Donc aujourd'hui, il faut penser à planifier l'adaptation climatique pour demain. Or, ce que dit bon là j'ai fait un résumé du début du stream. Hein. Or, ce que dit le rapport de la Cour des comptes sorti aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pour l'instant aucune planification. C'est que pour l'instant, le gouvernement n'a absolument pas pris la mesure de l'enjeu d'adaptation, n'a absolument pas mis sur la table les budgets nécessaires et n'a absolument pas planifié les décisions à l'avenir.
Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant parce que le mot planification, le gouvernement n'a que cela à la bouche depuis 2 ans. C'est là où je voulais en venir. Le gouvernement n'a que ce mot à la bouche depuis 2 ans. Souvenez-vous, c'était le mot de Jean-Luc Mélenchon, la planification écologique. Alors comment Jean-Luc Mélenchon aurait-il fait de la planification au pouvoir? Nul ne le sait. Peut-être très bien, peut-être très mal, peut-être pas du tout. Il aurait fallu... c'est impossible de le prédire. Mais ce qui est sûr, c'est que dans l'entre-deux tours, souvenez-vous, dans l'entre-deux tours, Emmanuel Macron avait repris à son compte ce mot de planification en disant « mais nous, on va faire la planification écologique ». Et évidemment, c'était une manière de faire de l'appel du pied aux électeurs et aux électrices insoumis et insoumises pour les amener à voter pour Emmanuel Macron plutôt que de s'abstenir, voire de voter Marine Le Pen. C'était de l'appel du pied. Emmanuel Macron avait parlé pendant tout l'entre-deux tours de planification écologique. Mais il n'est pas le seul et il ne s'est pas arrêté là. Et ça fait 2 ans que le mot planification écologique fait partie du vocabulaire du gouvernement. Il fait même partie du vocabulaire de Gabriel Attal. C'est-à-dire que quand vous écoutez Gabriel Attal, notamment dans son discours de politique générale, il parle de planification écologique. Il y revient, il dit voilà, nous on fait la planification écologique. Et c'est intéressant parce que vous avez d'un côté le discours, on fait la planification écologique, et de l'autre côté les actes, la Cour des comptes qui dit écoutez, pour l'instant, la planification écologique, il n'y a rien. Et justement, oui, il faut planifier. Justement, oui, il faut planifier. Le problème, c'est que pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et voyez, je voulais rapprocher ça d'un autre article que j'ai lu dans le journal Le Monde aujourd'hui qui n'a absolument rien à voir. Celui-ci, Enseignement moral et civique, des doutes sur les promesses du réarmement civique à l'école. Emmanuel Macron a promis de faire de l'EMC une matière essentielle. Alors l'EMC, c'est éducation morale et civique. Emmanuel Macron a promis de faire de l'EMC une matière essentielle en réformant les programmes et en doublant le volume horaire de cet enseignement de la 5e à la 3e dès 2024. Mais dans les collèges, aucun moyen n'a pour l'heure été distribué pour appliquer cette promesse. Le hasard des événements veut que Pape Ndiaye, alors ministre de l'Éducation nationale, avait annoncé une réforme de l'enseignement moral et civique 5 jours avant la mort de Naël, tué le 27 juin 2023 par un policier à Nanterre, et les émeutes qu'elle a déclenchées. Depuis, cette refonte de l'enseignement moral et civique, l'EMC, est devenue la colonne vertébrale de la déclinaison éducative du réarmement civique de la nation, voulu par Emmanuel Macron. Le président de la République, qui déclarait fin août 2023, dans les colonnes du Point, que c'est à partir de l'école que nous rebâtirons la France, a réaffirmé début janvier, c'était pendant sa grande conférence de presse, souvenez-vous, que cet enseignement serait refondé et son volume horaire doublé de la 5e à la 3e, avec en appui les grands textes fondateurs de la nation. Pour porter cette charge politique colossale, Gabriel Attal a confirmé le 20 janvier, quelques jours après sa nomination à la tête du gouvernement, les transformations prévues pour septembre 2024, donc dans quelques mois, enseigner l'EMC selon de nouveaux programmes, en faire une matière à part entière. C'est une citation, en faire une matière à part entière, indépendante de l'histoire géo, à qui il est aujourd'hui accolé au collège, et y consacrer 1 heure par semaine entre la 5e et la 3e, au lieu des 30 minutes actuelles. Mais alors que se prépare la rentrée 2024 dans les établissements, ces promesses répétées ne semblent pas suivies d'effet. Le Conseil supérieur des programmes a publié 30 janvier son projet de programme entièrement réécrit. Ok. Ça parle dedans des EMC, mais les Clionautes, une association réunissant des enseignants d'histoire-géographie, estime que rien ne change fondamentalement dans ces nouveaux programmes en ce qui concerne l'EMC, et s'en étonne au regard des déclarations publiques tonitruantes sur l'incapacité des programmes à traiter les grands enjeux contemporains. L'association des professeurs d'histoire-géographie est moins sévère et a salué des programmes qui, bien qu'ils ne soient pas révolutionnaires, sont clairs et structurés, avec des progressions, etc. Mais les 2 associations formulent plusieurs critiques communes, notamment sur l'imposition de grands textes à travailler. Elles déplorent surtout, les 2 associations, des moyens qui n'ont pas suivi les engagements. On nous a claironné que l'horaire serait doublé au collège, mais c'est une supercherie, il n'en est rien, fustige Joëlle Alazard, présidente de l'APHG, l'APHG, l'association des professeurs d'histoire et de géographie, qui a salué de bons programmes. Donc l'APHG qui n'est pas dans une opposition systématique, mais qui dit malgré tout,
L'horaire n'est absolument pas doublé au collège, c'est une supercherie, il n'en est rien. Contrairement à la présentation faite par Gabriel Attal en janvier, le gouvernement n'a en effet pas créé une matière à part entière d'1 heure par semaine. Le ministère confirme que 18 heures annuelles, soit 30 minutes par semaine, continueront comme aujourd'hui à être assurées dans le cadre de l'histoire-géographie de la 5e à la 3e. Pour permettre le doublement promis, sont censés s'y ajouter jusqu'à 18 heures de participation des élèves à des projets d'éducation à la citoyenneté, aux médias et à l'information, pour les seuls élèves de 5e en 24, 4e en 25, puis de 3e en 26. Or, si la rue de Grenelle promet que ces 18 heures seront financées, les collèges n'ont reçu aucune dotation pour les instaurer de manière systématique dans les emplois du temps des élèves en septembre. Ce sont pourtant ces projets qui doivent permettre de faire de l'EMC un enseignement moins théorique. Hop. Bon, la suite, c'est autre chose. Donc, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que, là encore, on a une grande... Vous voyez, c'est pour cela que je vous disais que les deux sujets sont totalement différents, mais peuvent être rapprochés. On a un grand mot, le réarmement civique, tout comme la planification écologique. On a un grand mot qui est mis en avant comme un objectif du gouvernement. Derrière ce grand mot, il y a de grandes annonces. Alors sur la planification écologique, les annonces, elles sont encore ténues, mais là, sur le réarmement civique, il y a une grande annonce faite par Emmanuel Macron. On va doubler les heures d'EMC au collège et en faire une matière à part entière. Annonce confirmée par Gabriel Attal. Quelques semaines plus tard, au moment où se prépare la rentrée 2024, ces annonces ne sont absolument pas suivies d'effet. Et voyez, c'est quand même terrible, que ce soit pour la planification ou pour le réarmement civique des élèves, c'est quand même terrible sur ce que cela dit de la politique, tout simplement aujourd'hui, et de la manière dont elle est faite. Et même plutôt ce que cela dit de la communication politique et de la manière dont elle est faite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se permettre de mettre en avant... Alors, pour le coup, ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier, admettons-le. Et ça a toujours été le problème de la communication politique quand elle mouline dans le vide, qui consiste à faire de grandes annonces, à mettre en avant des intentions, voire à mettre en avant des concepts qu'on se borne à peine à définir, des concepts qu'on se borne, le mot n'est pas bon, des concepts qu'on prend à peine soin de définir, voilà. On se borne à mettre en avant de grands concepts flous et mobilisateurs, des concepts qu'on se donne à peine... des concepts qu'on prend... des concepts qu'on prend à peine le soin de définir. Vous voyez, planification écologique, le mot est glamour, hein. Il est sexy, il est emprunté à Jean-Luc Mélenchon, mais qu'est-ce que ça voulait dire dans la bouche de Gabriel Attal et Emmanuel Macron? En fait, on ne le sait pas vraiment. Preuve en est que la Cour des comptes nous dit mais il faut une vraie planification écologique, il faut une vraie planification écologique, mais elle n'existe pas du tout. De la même manière, le réarmement civique de la nation, c'est beau, oui, c'est beau, ça résonne, ça on se dit, ouais, c'est pas mal, effectivement, il faut le faire, pourquoi pas le réarmement civique, c'est ambitieux, c'est une vision, oui, le réarmement civique de la nation, c'est une vision. Comment on le fait? En doublant les heures de MC. Ah, là tout d'un coup, il y a une vraie proposition. Et derrière, quand on regarde en détail, la proposition n'est absolument pas suivie d'effet, elle est à peine bricolée. C'est-à-dire qu'on annonce 1 heure doublée et autonome de la 6e jusqu'à là, ou de la 5e jusqu'à la 3e dès 2024, et on se rend compte qu'en fait, ça reste une demi-heure accolée aux enseignements d'histoire géo, plus peut-être une demi-heure pratique, mais que en fait, les budgets sont pas là. Bon. Et donc, tu te rends compte que en fait, la communication gouvernementale dans un grand nombre de dimensions, dans un grand nombre de matières, la communication gouvernementale se borne à dire sans rien faire. Et c'est exactement ce qui se passe là avec ces deux informations qui tombent le même jour.
la Cour des comptes qui pointe l'inaction du gouvernement en matière d'adaptation au réchauffement climatique, l'inaction du gouvernement en matière de planification écologique, alors même qu'ils n'ont que ce mot à la bouche depuis 2 ans, c'est long 2 ans, hein. 2 ans, ça laisse le temps de le faire. 2 ans, ça laisse le temps de la faire, la planification écologique. Il aurait été possible de commencer, de lancer des pistes, de faire des premières actions, de commencer d'ores et déjà aujourd'hui à articuler la rénovation thermique des bâtiments avec l'adaptation des bâtiments à un climat qui va se réchauffer et à des étés qui vont devenir caniculaires. Bon, vous voyez ? Donc, c'est long 2 ans. Ça fait 2 ans que le gouvernement n'a que ce mot à la bouche. La Cour des comptes, c'est pas Mediapart, c'est pas Blast, vous voyez, c'est pas la France Insoumise, c'est pas de dangereux gauchistes qui veulent faire tomber le gouvernement et qui n'ont que des critiques à la bouche. C'est la Cour des comptes, Pierre Moscovici, premier président. On est quand même pas, si vous voulez, on n'est pas sur une institution révolutionnaire. Ça n'est d'ailleurs pas son rôle à la Cour des comptes, hein. La Cour des comptes, son rôle, c'est tout de même et avant tout de vérifier que les comptes publics ne débordent pas, que les comptes publics soient bien tenus. Vous voyez, bon, la Cour des comptes qui alerte sur le fait que l'adaptation au changement climatique n'est absolument pas à la mesure de ce qu'elle devrait être et que la planification écologique capitale, cruciale, qui devrait avoir lieu en ce moment, n'est en réalité qu'un mot qui n'a pour l'instant aucune traduction concrète. Et par ailleurs, cette histoire de réarmement civique de la nation qui doit se faire à travers un enseignement moral et civique doublé au collège, dont on se rend compte que les moyens ne sont absolument pas sur la table et que ce qui a été promis il y a à peine quelques semaines ne sera absolument pas mis en place si on en croit la préparation de la rentrée 2024. Et donc là, on est... Je ne sais pas si vous entendez, j'ai mon ventre qui a gargouillé, mais alors avec une vigueur tout à fait inattendue. Je ne sais pas si ça s'est entendu dans le micro. Et donc, vous voyez, on est là sur quelque chose qui est capital. On est sur quelque chose qui est capital parce qu'on est sur une communication politique qui se borne à un art de dire sans rien faire. Et dans le même temps, la communication politique est aussi un art de faire sans le dire. C'est ce qui est en train de se passer avec les multiples anticatastases qu'on a décrypté déjà sur cette chaîne, qu'on a pointé par de multiples vidéos qu'on a sorties sur les réseaux sociaux. On a vu à quel point est-ce que bien souvent l'art du gouvernement consistait à faire sans le dire, à masquer des décisions idéologiques, et dans ma mot c'est pas à masquer des décisions idéologiques, et dans ma bouche c'est pas un gros mot. La politique, elle est toujours idéologique, elle est toujours affaire de valeurs, elle est toujours affaire de priorités que l'on donne à un domaine sur un autre, une urgence sur une autre, un groupe social sur un autre. Vous voyez, la politique, elle est toujours affaire de décisions. Et comment est-ce qu'on prend ces décisions ? Par idéologie, par fidélité à une valeur, par fidélité à un groupe social, par fidélité à une priorité. Bon. Donc vous voyez, j'ai souvent dit que la communication de ce gouvernement se bornait, et ça c'est nouveau, se bornait à être un art de ne pas dire ce que l'on fait, de ne pas assumer ses décisions, de ne pas assumer le caractère idéologique des décisions politiques qui sont prises et de les masquer plutôt derrière les apparences du bon sens, de l'évidence, du pragmatisme, vous voyez, la bonne gestion au fond. Quand Bruno Le Maire dit je ne veux pas que l'État devienne une pompe à fric, c'était le thème de ma chronique France Info du week-end dernier, je ne veux pas que l'État devienne une pompe à fric, il s'appuie sur le bon sens. C'est-à-dire cette phrase, tout le monde ne peut qu'être d'accord. Mais en fait, quand on regarde de quoi il ne parle pas d'une pompe à fric, il parle de redistribution, en l'occurrence. Il parle du fait que oui, on a des prélèvements obligatoires qui sont élevés, et ça permet par exemple de prendre très bien en charge en France les affections de longue durée. Bruno Le Maire est en train de dire, bah voilà, l'État est en train de devenir une pompe à fric, les affections longue durée nous coûtent de plus en plus cher, il faut rationaliser tout ça. Mais ce n'est pas rationaliser les affections de longue durée, c'est simplement moins bien rembourser les patients les plus malades. C'est exactement ça qu'on va faire. Bon, on peut penser que c'est une bonne idée, que c'est nécessaire, que c'est la direction dans laquelle il faut aller, mais il faut le dire.
Il ne faut pas se masquer derrière l'apparence du bon sens et des mots qui convoquent les évidences telles que l'État ne peut pas être une pompe à fric. Et voyez, dans le même temps où la communication gouvernementale cherche à ne pas dire ce qui est fait, elle se permet en même temps de ne pas faire ce qui est dit. Le réarmement civique, la planification écologique. Des mots qui sont répétés en boucle depuis quelques semaines, quelques années même pour planification écologique, et qui n'ont, on le voit aujourd'hui à travers ces 2 articles du Monde qu'on a lus, et qui n'ont aujourd'hui aucune traduction concrète. Une parole politique qui est l'art de ne pas dire ce que tu fais et de ne pas faire ce que tu dis, il me semble que c'est une manière de communiquer qui est pour le moins problématique. Bim! Allez, tiens, tac, capsule PEMF, c'est parti. Le chèque alimentaire, vous avez raison, le chèque alimentaire. Chèque alimentaire, évidemment. Tiens, je vais le rajouter. PEMF, on dira que je l'ai dit avant, même si en fait je l'ai dit après. Merci le chat, merci Elena de ta suggestion. Voilà. Et les exemples sont nombreux. Là, on vient de voir effectivement planification écologique. On vient de voir, bien sûr, le réarmement civique de la nation. Enfin, voilà. Et les exemples sont nombreux. Là, on vient d'en voir 2, mais on a aussi parlé sur cette chaîne de la question capitale du chèque alimentaire. Chèque alimentaire, là encore, une promesse, un mot, une priorité réaffirmée durant plus de 2 ans par les nombreux ministres qui ont été interrogés sur cette question, jusqu'à ce que Bruno Le Maire, tranquillement, il y a quelques semaines, déclare que bah non, finalement, ce sera abandonné. Là aussi, ça a été l'art de dire une priorité, l'art de faire semblant qu'on va agir pour, en plus, un enjeu absolument crucial, le fait que les Françaises et les Français, une partie d'entre elles et d'entre eux, ont faim. C'est de cela qu'on parle. Le fait qu'une partie des Françaises et des Français, confrontés à l'inflation alimentaire, confrontés à la baisse de leur salaire réel, confrontés à la baisse de leur niveau de vie, une partie des Françaises et des Français ont faim et sont obligés de se tourner vers l'aide alimentaire pour se nourrir. Eh bien, pour faire face à cet enjeu, le gouvernement a mis en avant un mot, le chèque alimentaire. Il en a parlé pendant des mois, des années, une promesse réaffirmée à de multiples reprises, jusqu'à ce que Bruno Le Maire dise « bien sûr qu'on ne va pas le faire, on ne peut pas faire de chèque en bois. » On en avait parlé sur cette chaîne, souvenez-vous. Là encore, l'art de ne pas faire ce que l'on a dit.